Rebonjour. Bonjour à tous. Donc, je reste avec Mandarine qui, comme vous pouvez le voir, est impliquée dans beaucoup de projets. Donc un thème complètement différent pour cette présentation. La question plutôt des acteurs, s'intéresser aux directeurs d'école, avec cette question de départ, quelle représentation du rôle et des fonctions. Alors c'est vrai qu'on est un petit peu embêté, est-ce que c'est un rôle, est-ce que c'est une fonction, est-ce que c'est un métier? On va être autour de ces questions-là sur ce thème de cette recherche sur les directeurs d'école. Alors c'est une recherche qui, donc, pour l'instant, a été menée dans le cadre de l'ESP et plus précisément dans le cadre de l'axe 2 du GREF, qui a été présenté par Yann tout à l'heure. Donc sur l'axe qui est intitulé « Les acteurs à l'interface de l'éducation, des collectivités territoriales et du tissu social local ». Alors dans le cadre de cet axe-là, on a développé aussi des recherches avec la CARDI sur le décrochage scolaire et en travaillant avec des collèges. Là, on fait le choix de vous présenter cette recherche sur les directeurs d'école. Donc, le projet, c'était déjà de pouvoir dresser un état des lieux de cette fonction. Qu'est-ce que ça signifie être directeur d'école aujourd'hui? Donc ça, c'est déjà un premier objectif. On en est qu'au tout début. Mais essayer de pouvoir repérer la diversité des tâches, la diversité aussi des partenaires. Et c'est vrai que dès qu'on prend le temps, à partir des entretiens qui ont été faits, de décortiquer tout ça, on s'aperçoit qu'il y a énormément de partenaires, par exemple, avec lesquels les directeurs d'école vont travailler, mais que tout ça est relativement, reste très, très implicite dans l'institution. C'est du quotidien, mais on a très peu à la fois de travaux ou d'écrits professionnels ou pas de référentiel de compétences, par exemple, qui permettrait vraiment de rendre explicite ce travail qui est fait beaucoup dans l'ombre. Donc, premier objectif, cet état des lieux, avec l'idée aussi, un petit peu comme tout à l'heure pour les maîtres supplémentaires, mais d'éclairer aussi la diversité, justement, dans la façon d'exercer cette fonction. Alors, une diversité qui peut être liée aux personnes, la façon dont les professionnels s'emparent de cette mission-là, mais aussi à la diversité des contextes d'exercice. Donc, on souhaite, dans cette recherche, essayer de tenir aussi l'entrée par le territoire, le fait que les directeurs sont déchargés totalement ou pas, la taille de l'école, et puis donc les spécificités du territoire dans lequel s'inscrit l'école, qui peuvent aussi influencer. Donc, ça, c'est pour la partie un peu état des lieux. Analyse des pratiques et des représentations. On souhaite travailler avec les acteurs eux-mêmes. Donc, c'est la première partie sur le fait d'avoir interrogé des directeurs d'école, de prendre le temps aussi de passer du temps avec eux sur place dans les écoles. Et puis, l'idée de travailler aussi avec certains représentants des enseignants, notamment travailler avec certains syndicats enseignants. Donc, on souhaite vraiment... dès le début de la recherche, et c'est une recherche qui a démarré aussi avec la formation justement des directeurs d'école qui est réalisée à l'ESP, donc travailler avec les acteurs concernés, avec leurs représentants, dès le début de la recherche, donc être sur une modalité recherche-action. L'aboutissement serait de repérer donc déjà ce qui existe en termes d'accompagnement des personnels, accompagnement des directeurs, donc pas grand-chose pour l'instant, et de quelle formation il dispose pour s'emparer de cette fonction quand il démarre. Alors, les constats de départ sur le premier contexte, donc les entretiens qui ont pu être faits auprès des directeurs d'école. On a très peu d'études directement sur cette fonction. Ça peut paraître un petit peu surprenant, mais ça fait partie des métiers qui sont très, très peu étudiés. Autant il y a quand même certains écrits sur le métier d'enseignant, mais sur la fonction ou le métier de directeur, très très peu. Le fait aussi, alors qu'on a beaucoup d'enseignantes, que les femmes sont surreprésentées parmi les enseignants, à l'inverse, chez les directeurs, on a une surreprésentation des hommes. Donc là, vous avez quelques chiffres. Dans le contexte aussi, dans les constats de départ, la crise du recrutement, qui est signalée par contre là, par certains auteurs comme Duchaufour. Et en même temps, pourtant, les postes sont pourvus. Et une fois que les enseignants prennent une direction,
la plupart du temps, même si on a des profils différents qui commencent à apparaître, avec notamment le fait de passer le concours de chef d'établissement et d'aller dans le second degré, mais sinon, beaucoup de directeurs d'école, lorsqu'ils occupent cette fonction, vont y rester jusqu'à la fin de leur carrière. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui interroge dans le contexte actuel. Donc avec une diversité des tâches de plus en plus importante. Donc ça, on l'a un peu dans le discours ambiant, mais c'est quelque chose qui aurait besoin d'être éclairé justement par la recherche. Finalement, quelles sont vraiment ces tâches? En quoi consistent-elles? Est-ce qu'elles sont si différentes d'avant? Donc nos questionnaires ont été construits de façon à pouvoir répondre à ces questions. Comment est-ce qu'eux-mêmes envisagent leurs fonctions? Donc en essayant d'être à la fois sur la façon d'avoir des éléments sur comment ils la mettent en œuvre, mais aussi ce qu'ils en disent, ce qui est de l'ordre du discours, mais aussi ce qui est de l'ordre de la pratique. Voir un petit peu aussi leur motivation, qu'est-ce qui fait que très souvent ils restent justement, et ils vont occuper cette fonction peut-être sur différents postes, mais en tout cas souhaiter rester directeur ou directrice d'école. Et puis ce qu'on a essayé de voir, donc, c'est qu'est-ce qui ferait qu'on envisage le métier différemment. J'ai parlé du contexte, mais aussi selon la durée de l'expérience, en tant qu'enseignant ou en tant que directeur, le lieu d'exercice, le temps de décharge. Est-ce qu'on l'envisage aussi de la même façon si on est un homme, si on est une femme? Voilà, essayer de voir un petit peu comment, qu'est-ce qui va faire varier la façon d'exercer cette fonction. Et puis, dans quel lieu, à quelles occasions, donc la place de la formation aussi là-dedans, dans quel lieu, à quel moment se construisent ces représentations. On est beaucoup sur de l'informel, sur de la co-formation, mais est-ce qu'il y a des choses qui peuvent s'institutionnaliser et être davantage explicites? Le deuxième pan, mais qu'on présentera sans doute un petit peu moins aujourd'hui, si on veut essayer de respecter le temps, là, voilà, c'est le fait d'aller voir aussi du côté des enseignants. Donc là, on a été sur des étudiants, sur vraiment des tout jeunes enseignants ou futurs enseignants, et essayer d'aller voir quelle est leur représentation du directeur, qu'est-ce qu'ils en attendent, dans quelle situation ils pensent que le directeur pourra les aider ou non. Voilà, ce type de questions. Donc là, Mandarine vous montrera un petit peu ce qu'on a pour l'instant dans les premiers résultats, puisque là, on est vraiment qu'au tout début. Avec une question qui a orienté plutôt la deuxième communication, qui a déjà été faite sur ce travail, qui était la question de la place de la relation éducative et du suivi des élèves. Est-ce que le directeur d'école est perçu comme quelqu'un pouvant être ressource ou aidant dans la gestion de situations un petit peu difficiles avec certains élèves? Puisqu'on est sur un constat aujourd'hui d'une forte demande des enseignants, d'une forte demande de stages établissements sur justement la gestion du groupe, la gestion de comportements un petit peu difficiles, voire de troubles du comportement, etc. Donc, je reprends la méthodologie. J'ai l'impression d'être une spécialiste de la méthode. Donc, du coup, c'est aussi une étude exploratoire, j'insiste beaucoup, parce que notre objectif, c'était de faire un état des lieux déjà. Donc, cette étude nous a permis d'interroger d'abord des directeurs d'école eux-mêmes, 10 entretiens semi-directifs, et puis ensuite, pour interroger les enseignants en formation, on a privilégié l'outil questionnaire pour avoir plus de retours et par question aussi de facilité, voilà, pour pouvoir aussi faire des comparaisons de variables plus facilement. Donc, de façon générale, du côté des directeurs d'école, on a, au niveau des entretiens, également fait une analyse Alceste, grâce à ce super logiciel, en plus de compléter, bien sûr, par une analyse papier-crayon. L'analyse avec le logiciel ne peut pas se faire seule. C'est impossible, on n'a pas assez d'éléments qualitatifs pour bien comprendre ce qui est dit du côté dans les discours. Donc il faut le compléter absolument par une analyse papier-crayon. Simplement là pour vous montrer qu'on a pris en compte donc, plusieurs variables dans l'analyse de ces entretiens. Le genre, encore une fois, le lieu, c'est-à-dire est-ce qu'ils exercent en milieu urbain ou milieu rural,
L'expérience, donc on a des directeurs qui sont très peu expérimentés dans la fonction de direction, ça fait moins de 2 ans qu'ils sont directeurs, et d'autres directeurs qui sont directeurs depuis 5 à 10 ans, donc qui sont beaucoup plus expérimentés. On a aussi une variable temps de décharge, c'est-à-dire qu'on a des directeurs d'école qui étaient déchargés pour exercer leurs fonctions. Ce n'est pas des décharges forcément à temps plein, hein, mais c'est quand même des temps de décharge, et d'autres qui n'en ont pas du tout. Donc là, on a un équilibre à peu près entre pour chacune de ces variables, ce qui nous permet de voir s'il y a un lien avec leur discours. On remarquera, grâce à l'analyse Alceste et la classification hiérarchique descendante, qu'effectivement, il y a des liens à faire avec certaines variables, principalement l'expérience. Le fait d'être expérimenté va vraiment jouer sur la façon de s'exprimer, de voir les missions du directeur. Le lieu d'exercice, légèrement, et le genre, bien sûr, encore, on le retrouve là dans l'analyse. Donc cette analyse, elle nous permet de mettre en avant 2 grands profils de directeurs d'école. D'un côté, les débutants qui vont être davantage centrés sur l'organisationnel, et de l'autre côté, des directeurs qui sont plus expérimentés et qui vont être davantage centrés, enfin leur discours va davantage aller vers la construction d'une identité professionnelle. Ils vont parler plus de métier que de fonctions et de différentes tâches. Donc je vais essayer de passer rapidement chacun de ces profils, simplement pour préciser un peu sur les directeurs d'école débutants. Donc je vous disais, l'accent est plutôt mis sur les fonctions. Pour eux, ce n'est pas forcément un projet professionnel. Ils sont arrivés là parce qu'il n'y a pas trop eu le choix. Ils vont, dans leur discours, davantage nous parler des tâches quotidiennes, mettre l'accent sur les difficultés rencontrées par l'organisationnel, par tout ce qu'il y a à faire en tant que directeur d'école, ce qui fait que du coup ils cloisonnent beaucoup leur conception de ces fonctions avec celle du métier enseignant. Ils vont nous donner des éléments importants sur l'idée que ceux qui sont plus à l'aise, malgré le fait qu'ils soient débutants, ceux qui disent être le plus à l'aise dans cette fonction, c'est ceux qui ont pu observer d'autres directeurs d'école auparavant. Donc l'observation, l'appui sur les échanges avec d'autres directeurs d'école semble très importante pour la formation et la pratique de ces directeurs d'école. Donc ça nous amène à penser à une coformation, hein, et à mettre en avant cette idée de coformation pour la fonction. Les directrices d'école, elles vont davantage centrer sur le relationnel pour vous montrer la différence de genre. Quand on parle de différence de genre sur les discours, c'est vraiment cette idée que les femmes vont plutôt être sur le relationnel et sur le côté affectif. Et ça va prendre une grande ampleur dans leur travail, et ça peut être un point de fragilité aussi dans certaines missions qui sont demandées aux directeurs d'école, comme par exemple la gestion de conflits dans l'école. Parce qu'elles s'attachent beaucoup aux collègues et aux liens qu'elles peuvent avoir avec ces collègues-là. Elles ne le conçoivent pas du tout comme un métier, par contre, voilà, pour la plupart. Et donc ceux qui ont une posture plus professionnelle, ce sont les directeurs d'école plus expérimentés. Donc eux, ils vont avoir plus de prise de recul par rapport à leurs fonctions, ils vont arriver à se détacher des différentes tâches, et donc ils vont moins segmenter, moins cloisonner ces fonctions-là avec celles de l'enseignant. Ils vont avoir une vision plus globale de l'élève et donc de l'enfant dans l'école, et ils vont davantage travailler en partenariat. Donc ça nous amène à mettre en avant 2 postures professionnelles liées aux fonctions de direction d'école. Une posture plus centrée sur une définition institutionnelle du rôle, où on est vraiment sur le directeur, il a ça à faire, et je fais ça, et j'essaye de le gérer au quotidien, au coup par coup, comme ça arrive. C'est plutôt les débutants, hein, qui ont cette posture-là, mais aussi un peu les femmes. Et cette posture-là, on a remarqué qu'au niveau de la pratique, ça pouvait être un risque, parce que ça peut éloigner de la dimension plutôt éducative et des adaptations pédagogiques au sein de la classe et dans la façon de faire aussi, de fonctionner au niveau de l'école. C'est-à-dire qu'il y aura moins de propositions de travail en équipe et de travail par projet. Alors que dans l'autre posture, où on a des directeurs qui assument leurs fonctions, qui arrivent à innover, qui arrivent à prendre du recul vis-à-vis de cette fonction, et qui travaillent davantage du coup en partenariat, vont davantage proposer des projets et être sur cette posture-là, de travail par projet.
et donc vont pouvoir accompagner davantage aussi du coup, les élèves dans un suivi plus pédagogique et éducatif. Donc ces deux postures et ces deux représentations des fonctions de direction amènent à des attitudes, des pratiques qui peuvent être différentes, et ça pose la question ensuite du travail en équipe et de comment toutes ces interrelations entre les enseignants et les directeurs se gèrent dans une école. Du côté des étudiants, on a interrogé 67 étudiants en master MEF, en master 2, MEF premier degré, donc qui étaient pour la plupart enseignants. Ils ont eu le concours en fait d'enseignants pour la plupart. Et donc ces étudiants nous montrent une attente forte vis-à-vis du directeur d'école. Donc en tant que débutants enseignants, ils ont déjà perçu qu'il y avait une différence de fonction, une différence de mission et des compétences différentes attendues chez un directeur d'école. Ils mettent l'accent sur des compétences de management, d'animation, de coordination d'équipe. Donc on peut se poser la question de, en formation, est-ce qu'on travaille assez ces compétences? Est-ce qu'on leur permet d'acquérir ces compétences pour pouvoir les développer ensuite dans les écoles? Pour eux, ils voient bien aussi la distinction entre le fait d'être directeur projeté vers un public plus professionnel adulte que enseignant projeté vers un public plus enfant. Et les directeurs eux-mêmes interrogés mettaient bien la focale aussi sur le côté adulte. C'est vrai que dans leur discours, on entend très peu le mot élève, ce qui nous questionne beaucoup quand même. Donc voilà, ça nous amène l'étude vis-à-vis des étudiants nous amène aussi à faire des propositions, à savoir qu'il faut développer davantage certains thèmes dans la formation, des thèmes plus liés au partenariat et aux relations avec les familles notamment. Je vais m'arrêter là pour pouvoir faire la suite. Donc pour conclure, je ne sais pas si tu veux mettre. Donc c'est vrai que plusieurs constats qui sont pour l'instant des constats qui méritent d'être confirmés, d'être un petit peu étoffés. Mais on a quand même, par exemple, le fait de repérer qu'on a une façon d'exercer cette fonction qui s'appuie beaucoup sur la dimension affective, relationnelle. C'est vrai que dans le contexte actuel, on voit bien du coup qu'en termes de formation, c'est pas tant sur des contenus, sur être spécialiste ou des connaissances dans tel ou tel domaine, ça ils ont les ressources, ils savent vous trouver, mais il y a plutôt un besoin d'accompagnement, d'analyse de pratique par exemple. C'est plus là, justement pour avoir une prise de recul et analyser la place que prend ce relationnel, comment faire en sorte que ce relationnel reste professionnel mais ne soit pas quelque chose du coup qu'on ne maîtrise pas ou qui, en situation de conflit, va manquer et donc va déstabiliser le professionnel. Donc là, on voit bien qu'on est plus sur le besoin en formation de développer des compétences, sur l'animation d'équipe aussi, le relationnel dans l'équipe d'enseignants, la relation aux familles, qui est très présente aussi dans cette fonction, où là, ils se sentent peu outillés, mais sur la mise en œuvre de la relation aux familles, et pas forcément sur des connaissances en tant que telles. Et puis cette capacité à prendre du recul, c'est un métier dans lequel, une fonction dans laquelle la plupart sont très impliqués, et ils expriment aussi cette nécessité au bout d'un moment d'avoir des temps où ils pourraient prendre du recul, analyser leurs pratiques, et en le faisant notamment en groupe, ensemble, avec des groupes de plusieurs directeurs. Donc on est plus aussi, en termes de méthodologie, ce qu'on souhaiterait faire, là on a fait quelque chose qui est un peu pour l'instant à un moment donné, un état des lieux, mais on voit bien que c'est un petit peu comme pour les élèves, où il faudrait qu'on passe à une logique de parcours et qu'on arrive à suivre des directeurs d'école sur quelque chose de plus long, de plus longitudinal, de façon à voir aussi ces nouveaux parcours qui commencent à s'exprimer avec beaucoup de directeurs d'école qui passent le concours de chef d'établissement, par exemple. Voilà, voir un petit peu les choses de façon sur le plus long terme. Et leur besoin en formation est plutôt là aussi, c'est-à-dire ce besoin d'être accompagnés dans les choix qu'ils font, lorsqu'ils souhaitent changer de poste, lorsqu'ils souhaitent envisager une autre fonction, passer un autre concours, etc. Et là, il y a quand même certaines zones d'ombre, enfin certains manques qui sont assez faciles à repérer dans le fonctionnement là, de l'institution. Voilà, très rapidement. Merci. Merci beaucoup. Merci aussi pour le challenge d'essayer de rattraper un peu de temps. Donc, oui. Merci pour votre présentation. Je m'appelle Stéphanie Netto, je suis de l'ESP de Poitiers.
En fait, j'ai plus des remarques, hein, parce que je voulais intervenir sur la précédente intervention. Comme je vois que ça poursuit, donc je vais pouvoir la faire. C'est au sujet du logiciel Alceste. Moi, je viens de Toulouse. J'ai fait 5 ans pour former à ce logiciel-là. On a l'habitude d'utiliser aussi les AFC, analyse factorielle de correspondance, pour voir les similitudes, parce que je vous entends parler de différences. Il y a cette deuxième étape. Et puis, sinon, le logiciel Alceste, il est exploratoire. Il ne prouve rien. On ne peut pas prouver des hypothèses à partir d'Alceste. Oui, je sais. Voilà. Je finis juste parce que maintenant, à Toulouse, on a avec Pierre Ratineau, qui était mon co-directeur de thèse, on utilise Iramutech, qui permet de faire d'autres manières d'analyser les données. C'est des remarques, ce n'est pas particulièrement des questions. On a un point commun, parce que je viens aussi de Toulouse. Voilà, donc je travaille aussi beaucoup sur les compléments de ce logiciel. Et là, c'est simplement parce que c'est une étude exploratoire qu'on s'est permis de l'utiliser. Voilà, mais effectivement, il y a des limites à ce logiciel. Et il nous permet simplement de mieux présenter les résultats en communication, voilà, de réduire, de synthétiser. Mais bien sûr que l'analyse ne s'arrête pas là. En plus, là, on a quand même été particulièrement caricatural sur les résultats. La synthèse est caricaturale. J'ai 2 questions. Une première à propos de la formation, hein, puisque vous l'avez abordé. Est-ce que vous différenciez la formation initiale des directeurs et la formation continue, puisque la formation initiale est obligatoire? Est-ce que vous prenez en compte qui opérationnalise la formation, si c'est l'employeur ou si c'est un organisme de formation? Et l'autre question, c'est est-ce que vous allez prendre en compte ce qui apparaît dans les nouveaux textes, c'est-à-dire que lors de la prise de fonction d'un nouveau directeur, il sera obligatoirement accompagné par un tuteur, c'est-à-dire un directeur expérimenté, et ce, dès la rentrée prochaine. Donc cette dimension-là, elle est importante, hein, par rapport à ce que vous développez sur l'échange, l'analyse, l'échange de pratiques, etc. Alors l'actualité de la question là, sur la mise en place du tuteur, non pour l'instant, parce que là c'est vraiment tout récent. Et en tout cas dans notre académie, on ne voit pas forcément encore bien concrètement comment ça va se mettre en œuvre. Après sur la formation, c'était vraiment notre point de départ, plutôt sur la formation initiale, c'est-à-dire formation la première fois qu'on est directeur, voilà. Parce qu'on avait été sollicité, nous, pour intervenir dans ces formations-là. Et c'est ce qui a amené aussi cette question et se dire finalement quelle est notre légitimité sur ces formations, de quoi ils ont besoin. Est-ce qu'on vient juste pour faire quelque chose sur la conduite d'entretien ou sur la relation aux familles et puis on ne s'occupe pas du reste? Voilà, ça a été le point de départ. Donc pour l'instant, les échanges qu'on a eus, c'était plutôt avec les institutionnels, donc soit conseillers pédagogiques ou adjoints sur les directions académiques, qui mettaient en place cette formation initiale et avec qui on avait pu commencer à échanger. Ça a été un peu le point de départ. Donc l'idée, ce serait de faire émerger justement des besoins et de pouvoir revenir après en tant qu'ESP, en tant que proposition, justement, vis-à-vis des directions académiques. Parce que ce n'est pas tout à fait la même chose d'être prestataire d'une formation que d'être l'opérateur de la formation. Hein. Donc ces deux éléments-là sont importants à dissocier. Et puis après, l'autre volet de la recherche-action, c'est les contacts avec un des syndicats enseignants qui est aussi dans cette démarche de faire connaître des résultats de recherche et de voir comment ça peut faire évoluer des pratiques, etc. Parce que voilà, j'avais déjà eu l'occasion de travailler aussi de cette façon-là auparavant. Victor ? Ok. Pour ma part, en fait, j'ai juste besoin d'une information. Donc, c'est une simple question de curiosité. Est-ce que, parce que je n'ai pas vu apparaître dans vos diapos, est-ce que dans votre échantillon, vous avez tenu compte de l'expérience des directeurs? Est-ce qu'il y a quelque chose lié à leur expérience, à leur âge? Oui. Alors, au tout début, on en est au début, donc c'est vrai qu'on a fonctionné aussi par réseau, hein, en demandant justement, lorsqu'ils se déplacent en formation, de leur dire qu'on faisait une étude, qui voulait bien répondre aux entretiens, etc. Et puis, au bout d'un moment, en essayant de vérifier qu'on avait bien quand même une diversité. Donc, du point de vue de l'expérience, même si pour l'instant, dans l'échantillon, il nous manque quand même des très expérimentés, puisque là, au maximum, on est sur 13 ou 14 ans. La durée la plus longue. Ce qui, voilà, sur le fait d'occuper un poste de directeur depuis au moins 14 ans. Et après, on a été plutôt au départ sur des nouveaux directeurs, on va dire, sur des expériences plus courtes. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut effectivement prendre en compte, à la fois depuis combien de temps ils sont enseignants,
ce qui les a conduits aussi à ce métier, parce qu'on a aussi les parcours là, de personnes qui arrivent après beaucoup d'autres expériences professionnelles. Et puis après, depuis combien de temps, enseignant et directeur. Ouais, effectivement. Merci.